Bien, chers collègues, vous me permettrez de baisser le masque, ainsi que, comme d'habitude, hein, on fait pour vous également le temps de vos prises de parole. Donc, bienvenue à vous, au public présent, aux personnes qui nous suivent toujours sur le Facebook et le site internet de la ville et que je salue. Mais écoutez, on a plaisir, je crois, à se retrouver dans cette salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. C'est donc la première séance de la mandature dans notre salle du conseil. C'est bien. Bien, tout d'abord, les pouvoirs que j'ai à vous communiquer. Monsieur Schneider, qui a donné pourvoir à Bernard Calès. Monsieur Makoviak à Nathalie Dufaux. Rudy Maréchal à Étienne Carrère. Nathalie Mereles à Cyril Nazabal. Véronique Pujol à Françoise Petit. Yves Trézière à Jean-Luc Achard. Patrice Trouvé à Alexandra Dassé. Je n'ai oublié personne? Bien. Les pouvoirs sont enregistrés. Alors, je me dois de désigner une ou un secrétaire de séance, comme d'habitude. Chanel m'a expressément demandé de pouvoir assumer cette lourde responsabilité aujourd'hui. Chanel? Pas de problème? Pas d'opposition, d'abstention? Oui, Chanel. Oui, j'aimerais m'exprimer par rapport au précédent conseil, si vous permettez. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Alors, j'ai écrit un petit texte à l'attention de tous, toutes les personnes présentes ici ce soir. Donc, je voudrais justifier mon acte, lors du précédent conseil qui renvoyait loin de moi l'idée de vous quitter à des fins irrespectueuses. Si nous sommes ici ce soir, c'est que nous sommes quelque peu humanistes. Nous nous préoccupons de Cabreton, ce qui suppose de mettre le meilleur de nous-mêmes au service du bien commun, de la collectivité. Humanistes en pensée, en parole, mais aussi en acte. Personnellement, je suis émerveillée de constater avec quelle sagesse la nature utilise le temps qui passe. D'année en année, elle se renouvelle, elle s'enrichit, elle se transcende continuellement à travers la faune et la flore. Sans impatience ni lassitude, elle œuvre à son propre fonctionnement. C'est entre autres ce qui en fait la beauté. Charge à nous de nous en inspirer. Alors je reconnais que ma philosophie et peut-être aussi ma jeunesse m'incline à l'optimisme. Nous incline à l'optimisme. Et même à l'utopisme. Mais si vous partagez cette opinion, quel souvenir souhaitons-nous laisser? Quel héritage souhaitons-nous transmettre aux Cabretonnais d'aujourd'hui et à ceux de demain? Ce sont les réponses à apporter à ces questions qui, en notre conscience, déterminent le sens que nous donnons à notre rôle, mais aussi à nos échanges. Voici donc ce que je souhaitais soumettre à votre réflexion ce soir, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, merci Chanel pour ces jolis mots. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, sur le compte rendu du conseil précédent, y a-t-il des observations? Non, pas d'observation. On peut le considérer comme adopté. Pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Alors, pour commencer donc, une décision modificative. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Vous avez l'ensemble donc des lignes budgétaires qui vous sont proposées. Bon, vous le voyez sur le fonctionnement, nous sommes à 152 000 euros. Je vous passe les euros et les centimes. Avec notamment, mais on va le retrouver après en investissement, une participation donc du budget principal de 49 000 euros au budget annexe donc des établissements de Béarn. On va voir après pourquoi. Et effectivement, vous le voyez en recette cette fois, pour équilibrer l'ensemble des dépenses, et pour l'essentiel, donc, des droits de mutation, dont on va aussi reparler après, à hauteur de 137 252 euros.
je continue avec l'investissement et après je vous laisse le soin, effectivement, d'intervenir si vous le souhaitez, que ce soit sur le fonctionnement ou l'investissement. Sur l'investissement, donc, on a effectivement, donc, globalement 109 783 euros, mais après un prélèvement sur l'excédent de la ville qu'on avait constaté donc, au compte administratif donc 2020, donc, sur lequel on prélève 436 000 euros pour un certain nombre complété par d'autres recettes et notamment une subvention de l'agence de l'eau pour notre programme donc, de travaux sur la désimperméabilisation des sols d'une manière générale. Mais Jean-Luc Achard va nous donner quelques précisions juste après. Donc vous le voyez, là aussi je ne rentre pas dans le détail, simplement d'attirer votre attention sur les travaux que nous faisons donc suite aux inondations de l'hiver dernier. On s'était engagé à traiter certains secteurs. Jean-Luc, vous le voyez, donc ce sont les travaux du secteur Myosotis et Mariotte pour 130 000 euros et un petit peu plus bas, le traitement donc, de certaines zones inondées, autres que celles que je viens de citer, pour 44 000 euros. Donc un total quasiment de 180 000 euros, ce qui représente à peu près la moitié déjà des dépenses d'investissement qui vous sont proposées. Et puis vous retrouvez donc des lignes budgétaires donc sur des sujets qu'on avait déjà évoqués au cours des conseils précédents. Alors peut-être Jean-Luc, si tu peux nous donner quelques précisions là, sur ce programme de travaux, on va dire inondation, au sens large. Ça marche. Ok. Oui, alors je peux dire quelques mots là concernant le programme inondation. Donc suite aux épisodes d'inondation de l'hiver dernier, nous avons réalisé un inventaire des lieux à traiter prioritairement. Donc nous allons engager d'ici la fin de l'année à peu près une trentaine d'opérations sur différents lieux de la commune. Monsieur le maire vient de le rappeler, c'est pour à peu près 180 000 euros, toutes ces opérations. On a choisi des solutions plutôt alternatives, c'est-à-dire type Puisard, type nous, qui nous permettent de faire un appel de fonds auprès de l'agence de l'eau, qui subventionne ces opérations à hauteur de 70%. Donc en face de ces 180 000 euros, on aura à peu près 100 à 120 000 euros de recettes de subvention de la part de l'agence de l'eau, moyennant effectivement à chaque opération un dossier à monter. Alors après, on a deux grosses opérations qui concernent Allée de la Brède et Myosotis, et on le verra tout à l'heure dans les délibérations. Nous allons donc mettre en place une canalisation pour récupérer les eaux et les rejeter, les eaux pluviales et les rejeter dans le Bourrette. Donc ça, c'est une opération qui va nous coûter à peu près 110 000 euros. Et puis, on a une opération un peu plus conséquente sur le rond-point de Mariotte, dont on connaît les épisodes de l'an dernier qui étaient inondés en permanence. Donc là, on va installer des puisards avec un rejet, avec une pompe sur des noues qui sont mises en place un peu plus haut dans la forêt. Donc ça, c'est une opération qui va coûter à peu près 130 000 euros. Et on a fait appel à l'agence de l'eau pour essayer de récupérer un peu de subvention dès lors qu'on ne rejette pas dans un réseau d'eau pluviale, mais plutôt on va faire de l'infiltration déportée. Donc c'est peut-être éligible éventuellement à une subvention de l'agence de l'eau. Donc voilà, donc en tout, ça fait quand même des opérations pour à peu près 500 000 euros pour la commune, pour l'année 2021, sachant qu'on va peut-être récupérer à peu près 100 à 120 000 euros de subvention de l'agence de l'eau. Alors à côté de ça, il y a également les opérations sur la zone des Deux Pins. Donc nous avons énormément travaillé avec la Max, qui va dégager un budget à peu près 400 000 euros sur les deux exercices, 2021 et 2022. Ça devrait démarrer d'ailleurs en mois de novembre. Et donc il est prévu de créer des douves d'infiltration, principalement, des zones qui permettent l'imperméabilisation et la plantation d'à peu près 120 arbres et à peu près 10 000 végétaux. Donc ça, c'est prévu là, pour un démarrage d'ici la fin de l'année qui devrait se terminer début de l'année prochaine. Et en parallèle de ça, nous avons également contacté les riverains, enfin les propriétaires qui ont l'obligation, vous le savez, d'infiltrer sur leurs parcelles. À date, nous avons 4 dossiers que nous avons soumis à l'agence de l'eau. Donc là, la commune sert d'intermédiaire, donc monte les dossiers avec les propriétaires. Et les travaux sont éligibles à hauteur de 50% par l'agence de l'eau. Donc nous avons 4 dossiers là qui ont été validés par l'agence de l'eau et donc qui devraient être réalisés d'ici la fin de l'année. Et nous en avons quelques autres également dans le tuyau, sachant que l'obligation de tous les propriétaires, c'est bien d'infiltrer sur leurs parcelles. Donc là, on va continuer
notre action de proximité vis-à-vis des propriétaires de la zone des Deux Pins. Donc, avec toutes ces opérations, je pense que la zone des Deux Pins devrait avoir un paysage un peu plus acceptable pour l'hiver qui vient. Ce sont des opérations un peu compliquées, vous l'avez compris, mais il y a une vraie volonté et de Max et de la commune d'aller au fond des choses avec la zone des Deux Pins. Par ailleurs, il y aura aussi une mise à niveau de l'éclairage public également sur cette zone-là. Et puis pour terminer, il y a la voie de contournement. Donc ça, vous savez que c'est de la responsabilité du conseil départemental, avec qui nous dialoguons, mais c'est eux qui doivent prendre la décision. Nous sommes très attentifs effectivement à ce que les opérations se fassent. A priori, il pourrait y avoir quelques travaux pour cet hiver qui permettraient de continuer les opérations de pompage, mais de manière un peu plus sécurisée par rapport à ce que vous avez connu l'an dernier. Donc ça, c'est une possibilité. Donc peut-être que des travaux devraient démarrer là dans le mois qui vient pour permettre effectivement d'améliorer le pompage. Et puis, il y a des études en cours pour une surélévation de la voie, mais à date, je n'ai pas plus d'informations. Bon, je pense que j'ai été à peu près complet. Bon, sachez que la commune est extrêmement investie sur ce problème d'inondation, qu'on met tout en œuvre pour faire en sorte que ça soit un peu plus gérable et acceptable pour les Cabretonnais et Cabretonnaises là, pour l'hiver qui vient. Bien, merci Jean-Luc pour ces précisions. Oui, donc tu l'as dit, il y a des travaux quand même conséquents engagés par la ville donc sur différents secteurs. Des travaux conséquents engagés, ça va commencer en fin d'année par la communauté sur la zone d'activité. Et s'agissant de la voie de contournement, tu l'as dit également, donc des travaux, je dirais, alors de transition, si on peut les appeler comme ça, pour la fin d'année, pour passer cet hiver, dans des conditions qui permettent effectivement à cette voie dite de contournement de pouvoir être praticable s'il y avait de forts épisodes pluvieux, comme ça a été le cas exceptionnellement l'hiver dernier. Et selon les dernières informations, donc le département engagerait, après une phase d'étude bien sûr préalable, des travaux qui vont être aussi très conséquents sur à la fois sur le reprofilage, je dirais, hein, d'une partie de cette voie, celle qui a été effectivement submergée, inondée, pour que le problème soit traité, je pense, définitivement. Hein. Mais ce sont des travaux assez lourds qui seront engagés. Et là, je pense qu'on est plus sur une perspective hiver 2022. Hein, voilà. Bon, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Sur les établissements de bain, donc je l'ai dit, bon, ce qu'il faut effectivement constater, c'est une réfaction du loyer du casino de 115 000 €, qui correspond donc à la période du 1er janvier jusqu'au 18 mai, puisque les casinos avaient été admis à réouvrir le 19 mai. Hein, et donc on avait fait la même chose l'année précédente, que nous appliquerions donc effectivement des réfactions de loyer pro rata temporis sur les temps de fermeture administrative imposés donc aux divers établissements. Voilà. Sur ces deux budgets, alors, est-ce qu'il y a des questions ou des observations, que ce soit en fonctionnement ou en investissement pour le budget principal? Oui, Monsieur Calès. Merci, Monsieur le maire. C'est juste une question de détail. Je n'avais pas noté qu'on aurait une subvention de à peu près 120 000 € hein, de l'agence de l'eau. Je voulais savoir si, comptablement, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est provisionné en recettes à recevoir? Ou bien ce sera comptabilisé une fois que la recette sera reçue? Non, c'est-à-dire que comptablement, on ne peut enregistrer une recette attendue, et notamment une subvention, que lorsque nous avons la notification d'attribution. On ne peut pas le faire avant. Donc nous le ferons dès que nous aurons cette notification. Ok, d'accord, merci. D'autres observations? Non? Eh bien, je soumets cette... Est-ce qu'on peut voter là par budget? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on vote fonctionnement, investissement pour les deux budgets? Habituellement, on votait le fonctionnement et l'investissement. Je vous propose de faire la même chose. Hein. Donc, sur le budget principal en fonctionnement, il y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Sur la section d'investissement, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et pour le budget établissement de bain,
Donc là, nous sommes sur le fonctionnement uniquement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et merci à Jean-Luc pour toutes ces précisions importantes. Donc, nous revenons vers les concessions de plage sur le domaine public maritime. Vous vous rappelez qu'au conseil précédent, on avait délibéré sur ce sujet, sur le principe des sous-traités de concession, autrement dit plus simplement des conventions d'exploitation, hein, sur le principe, je disais. Et donc avec Claire, maintenant, nous vous proposons de délibérer sur la convention que nous avons reçue de l'État pour permettre la mise en place de ces conventions d'exploitation et avec quelques modifications par rapport à la convention précédente. Claire. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nos plages, leur exploitation et notre capacité à la dynamiser sont un élément essentiel de rayonnement de notre cité marine. Et afin, dans le cadre de la gestion du domaine public maritime et de l'exploitation de ces plages, la ville se doit de signer, donc, comme monsieur le maire l'a expliqué, une convention de concession. Donc, un tout petit peu d'historique. La dernière convention datée de 2012. Elle était d'une durée de 9 ans et elle a été prolongée d'une année en mars 2021, mais donc elle arrive à son terme. Comme monsieur le maire vous le disait, il y a des petites modifications sur la convention que nous propose l'État de signer avec eux. Quelques petites modifications que je vais vous préciser. Tout d'abord, la durée. Nous passons d'une durée de 9 ans à une durée de 6 ans d'exploitation. Ensuite, petite aussi différence sur la plage de Notre-Dame. Sur la plage de Notre-Dame, l'État nous a accordé et a intégré dans la convention la possibilité de passer de 3 à 5 cabanes sport-culture. Donc ça, c'est quelque chose qui sera effectivement possible pour dynamiser cette plage dans sa vocation de plage sport-famille. En revanche, nous ne pouvons plus, d'après cette convention, y autoriser des sous-concessionnaires de restauration, ce qui concerne aujourd'hui deux emplacements actuels, de la petite restauration et de la restauration. Et on y reviendra un peu plus tard. Donc une fois cette convention signée, le processus, c'est que la ville pourra ouvrir des appels à candidature pour des sous-concessionnaires pour 3 ans, renouvelable une fois, puisqu'on est maintenant sur cette durée de 6 ans. Et donc ces sous-concessionnaires seraient opérationnels dès l'été 2022, donc l'été prochain. La contrepartie financière, c'est l'État nous demande un montant fixe de 1 000 €, puis 30% des produits financiers que nous récolterons de l'exploitation de ces sous-concessions. Voilà. Donc en parallèle, vous dire quelques mots sur le fait qu'ont été ouverts sur le domaine public de la commune des appels à candidature pour les cabanes de plage sur les emplacements actuels que vous connaissez, donc au Santocha, aux Océanides, à Notre-Dame, à la piste, et que la date limite de dépôt est le 31 octobre. Puis après la commission, bien évidemment, les dossiers seront soumis à la commission et la commission délibérera sur des critères qui ont été également établis en commission promotion du territoire. Sur Notre-Dame, une petite différence, nous aurons désormais sur le domaine public de la commune 2 sous-concessions, puisque une des concessions de restauration qui était auparavant sur le domaine maritime va être maintenant localisée sur le domaine public de la commune, ce qui nous permet d'avoir toujours 2 emplacements de restauration sur la plage de Notre-Dame. Voilà, et vous dire également en quelques mots que effectivement sur ces sous-concessionnaires sur le domaine public de la commune, nous avons été assez exigeants, on a passé pas mal de temps en commission à discuter du cahier des charges et exigeants à la fois sur la qualité de l'offre et sur l'architecture, sur l'implantation de ces cabanes de plage, parce que c'est vrai qu'elles bénéficient d'emplacements réellement exceptionnels, mais nous... entre guillemets, en contrepartie, nous élargissons, pour donner aussi des capacités d'investissement aux porteurs de projets, nous élargissons la durée de concession de 3 à 5 ans. Voilà. Donc je vous propose, ou monsieur le maire vous propose, de voter pour... Très bien, Claire. Merci pour la présentation exhaustive de ce dossier. Donc vous l'avez vu, et tu l'as dit, quand même des modifications importantes que l'État nous donne aujourd'hui par rapport à la convention que nous avions donc précédemment. On passe de 9 ans à 6 ans avec des conventions d'exploitation limitées à 3 ans.
Et puis, bien sûr, l'interdiction qui est faite maintenant, mais à Cabreton comme ailleurs, lorsque d'autres collectivités, d'autres communes seront concernées par le renouvellement de leur concession, donc l'interdiction des activités de restauration et de buvette. Et ça, c'est nouveau. Donc, il nous oblige à envisager le repli des activités, ou d'une notamment existante. C'est ce que tu as précisé. L'État nous prend 30% des recettes. Bon, ça aussi, c'est nouveau. Le calcul n'était pas le même avant. Et puis, écoutez, voilà, vous avez vu dans le tableau, dans la convention, donc vous avez annexé donc, de nouvelles activités sportives ou culturelles donc, sur la plage Notre-Dame. Hein. Et là, nous avons eu l'autorisation de la part de l'État, donc qui bien sûr feront l'objet d'une mise en concurrence, hein, comme à chaque fois. Et simplement, et pour terminer, de préciser qu'une fois que ce travail aura été fait et les attributions faites, réalisées, il faudra encore à ce moment-là avoir l'avis favorable de la préfecture sur les activités qui leur sont proposées. Donc vous voyez que tout ça est bien cadré, bien encadré, et que, voilà, c'est vraiment un peu rigide, on va dire. J'avais souligné la dernière fois l'étonnement toujours qui est le mien d'être obligé de passer par une délégation de service public pour attribuer des cabanes de plage sur le domaine public maritime. C'est toujours quelque chose qui m'échappe, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Ceci étant dit, est-ce que vous avez des observations, des questions? Alors, vous avez levé la main en même temps. Je donnerai voilà, la parole à Madame Simpo au bénéfice de l'âge. Au moins que ça serve à quelque chose. Oui, monsieur le maire. Donc, le cahier des charges de la concession du domaine public maritime est détaillé, ce qui est une bonne chose et qui évitera d'éventuels litiges. Et je confirme ce que dit Claire Marsalguès, le travail en commission développement touristique est remarquable. J'y participe et je suis très heureuse parce que ça va dans le sens de ce que j'aurais souhaité personnellement, avec une esthétique des cabanes, un cahier des charges très précis, ce qui va dans le bon sens. Et comme je disais, on évitera peut-être des litiges, je l'espère. Ceci dit, monsieur le maire, je voulais vous demander une précision, parce que sur la convention du domaine public maritime que vous nous présentez aujourd'hui, donc la convention débuterait le 1er janvier 2022. Or, au conseil municipal du 6 décembre 2020, délibération 7, nous avons voté une délibération qui portait pour un début de concession au 31 mai. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser quelle est la bonne date? Non, mais là, je vous précise, Madame Simpo, tout d'abord, merci pour vos remarques précédentes. Hein, je crois pouvoir dire que la commission, effectivement, fait un travail de qualité, très bon travail, et je remercie la responsable et tous les membres de ladite commission. Hein, donc, je partage tout à fait votre avis. Donc, lorsqu'on a délibéré la dernière fois, on n'avait pas reçu la convention de l'État. Donc, je vous confirme que la bonne date, c'est le 1er janvier. Mais je dirais, peu importe, ce qui est important, et c'est pour ça qu'il faut que l'on aille rapidement maintenant, c'est que les futurs exploitants soient en mesure d'ouvrir leur boutique dès la saison 2022. C'est ça qui est important. Je dirais, peu importe la date, parce qu'il faudra certainement qu'ils déposent un permis, donc faire confectionner leur chalet, leurs équipements. Donc tout ça, ça prend du temps avant saison, mais l'objectif, c'est qu'ils soient opérationnels pour la saison. Voilà. Donc je vous confirme bien la date du 1er janvier. Madame Lux. Merci. Nous avons un plan d'occupation des plages, notamment pour Notre-Dame. Je voulais juste savoir si les emplacements qui étaient indiqués étaient les définitifs ou s'il y aurait des évolutions en fait. Non. Alors ils sont définitifs parce que là aussi, ça a été un peu compliqué avec les services de l'État parce que là aussi, c'est très cadré. Donc on est arrivé effectivement, on n'avait pas forcément les mêmes implantations au départ, à la marge, je dirais. Et donc, et puis il y a la création de la mini-dune, hein, vous n'oubliez pas. C'est pour ça que j'avais des plans qui étaient différents de ceux-ci. Donc,
On a tenu compte de ça pour effectivement une nouvelle implantation qui a été validée par l'État, par les services de l'État. Du coup, ce seront les futurs emplacements Oui. des concessions. Oui, D'accord. tout à fait. Et j'ai une deuxième. Claire, tu veux compléter? C'est tout à fait ça, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la mini-dune a changé les implantations, et du coup on a dû prolonger d'une année, en fait, la convention qui était en vigueur jusqu'à présent, parce qu'il nous a fallu revalider avec cette mini-dune les nouveaux emplacements. Donc ce sont bien les bons. Et du coup, j'ai une deuxième question pour les concessions sur le domaine privé de la commune. Du coup, ce sera donc plus la thématique restauration. Du coup, il y en aura combien? On a exactement le même schéma que précédemment. Donc il y en a une à la piste, une aux Océanides, une au Santocha. Je parle que de restauration là. Hein. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Une au Santocha et deux à Notre-Dame. Il n'y en a que deux à Notre-Dame, il n'y en a pas trois du coup? Il n'y en a que deux. D'accord. Il y en a une qui est enlevée? Et il y a celle qui était, on en avait deux sur le domaine maritime, donc il y en a effectivement une qui était de la petite restauration qui est supprimée. On étudie des possibilités effectivement pour voir ce qu'on pourrait imaginer de pertinent et dans les clous pour de la petite, de la vente ambulante ou des choses comme ça. Mais effectivement, ce deuxième emplacement est éliminé. D'accord. Monsieur Calès, oui. Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste faire une remarque un peu en amont de ce qui va se passer après, parce qu'on en avait déjà parlé l'année dernière. Vous savez qu'à Notre-Dame, juste derrière la petite dune, il va y avoir une terrasse, puis après, il y a tout de suite les habitations avec les vacanciers. Donc, vous voyez où je vais en venir. Si vous déplacez la restauration, je ne sais pas où vous allez la mettre, mais si vous la mettez sur la partie terrasse, on risque d'avoir des plaintes. Je ne sais pas ce qui va comment se passer, mais il y a un bruit forcément généré un petit peu le soir qui risque d'entrer en conflit avec parfois la tranquillité que recherchent les estivants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, intégré ce problème-là. Voilà. Merci. Bien. Tu veux répondre? Vas-y, je vais bien décider, je peux comprendre. Non, vas-y. Alors effectivement, ce qui est pressenti et qui va être lancé, ce sera d'avoir les deux cabanes de plage assez proches l'une de l'autre, pas sur la terrasse, mais vraiment sur la partie de sable qui est juste derrière la terrasse. Et puis a été intégré dans le cahier des charges des limitations en termes de nombre de soirées musicales qu'il peut y avoir pendant ces 2 mois d'été. Donc on a essayé de mettre un cadre qui est un cadre assez proche, pour être tout à fait honnête avec vous, de celui qu'il y avait aujourd'hui, parce qu'il y avait déjà des limitations en termes de possibilité d'organiser des soirées musicales pour ces emplacements-là. Donc en termes d'intensité, on sera à peu près aux mêmes fréquences. Enfin, on sera aux mêmes fréquences. Ouais. Oui, en fait, les activités de restauration, monsieur Calès, elles y sont déjà. Il va y avoir simplement le léger déplacement d'une des deux, celle qui est sur le DPM, qui va se rapprocher de celle qui existe sur le domaine public. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Et on me dit de préciser que le cahier des charges est sur Internet, effectivement, consultable et bien évidemment libre d'accès pour tous. Pas d'autres questions, observations? Eh bien, je soumets ce dossier un peu difficile donc à votre vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Après, qu'est-ce que nous avons? Oui, donc nous avons désigné donc des représentants de la ville donc au conseil d'administration donc de la maison de retraite Bernard-Lesbourg, dont vous savez qu'il s'agit d'un établissement relevant de la fonction hospitalière, donc ça n'a rien à voir avec l'EHPAD de Cabreton, n'est-ce pas, Soline? Voilà, donc nous sommes représentés, ce qui est bien, en précisant que le maire est de droit le président du conseil d'administration, même s'agissant d'un établissement qui n'est pas géré par la ville. Et donc on nous demande donc d'avoir 3 représentants, dont moi-même, et je vous propose Véronique Pujol et Soline Gravoux. Voilà. Je précise aussi que, bien qu'étant président du conseil d'administration, je n'ai à peu près aucun pouvoir ni de gestion ni de décision. Voilà. La gestion de l'établissement ne relève pas de la ville. Hein. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Et je pense que nous allons être, Soline, Véronique n'est pas là ce soir, convoquée, je crois, rapidement. Hein? Bien. Alors,
Après, Céline, qui va nous proposer donc une subvention à l'association des parents d'élèves. Exactement, merci Monsieur le maire. La municipalité a souhaité accompagner l'entrée au collège des enfants scolarisés en CM2 en juin dernier, en partenariat avec l'association des parents d'élèves du groupe Saint-Exupéry. L'idée, c'était de remettre un cadeau qui puisse faire le lien entre l'élémentaire et le collège et qui soit utile à la future scolarité de l'élève. Et il a été décidé d'offrir une calculatrice scientifique. Donc l'association des parents d'élèves, en lien avec les professeurs du collège Jean Rostand, ont choisi un modèle de calculatrice scientifique et ils ont procédé à l'achat de 65 calculettes pour les remettre à l'école aux enfants. Donc ces calculettes ont été remises en juin dernier dans des conditions qui n'étaient pas forcément celles qui étaient prévues puisque le protocole Covid s'étant renforcé, il n'y a pas eu de remise qui était prévue en grande pompe, si on peut dire ça, de manière officielle en tout cas. Et donc l'objet de cette délibération, c'est de cofinancer cette action et donc de permettre à l'association des parents d'élèves d'avoir une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% du montant de 1 299 €. Voilà, donc une subvention, une participation autour de la moitié de 650 € pour nous. Pas de problème, je suppose, là-dessus. Pas d'opposition, d'abstention. Merci. Dérogation au repos dominical, ça c'est un dossier que nous voyons, comme d'autres qui vont suivre d'ailleurs, chaque année, puisque nous devons délibérer sur les autorisations données, sur donc les dérogations annuelles, donc là on est sur l'année 2022, consenties donc les jours de dimanche. Alors pour vous dire la vérité, ça concerne sur Cabreton 3 établissements. Je précise qu'il s'agit donc des commerces dits de détail alimentaire uniquement et que nous avions pour habitude, donc vous avez vu qu'on peut aller jusqu'à 12 dimanches pleins, matin et après-midi, jusqu'à 12 dimanches donc accordés, avec cette particularité, c'est que si nous sommes donc jusqu'à 5, c'est le conseil municipal qui décide. Et si nous allons au-delà de 5, c'est-à-dire à partir de 6, il faut d'abord que le conseil communautaire délibère avant le conseil municipal. Ce que fait généralement, bien sûr, le conseil municipal suit la recommandation de la ville concernée. Donc la particularité pour nous, nous étions, je dirais, nous avions acté le principe de 5 dimanches par an, donc de dérogation au repos du dimanche, parce que, et contrairement à d'autres collectivités, n'oubliez pas que à Cabreton, donc station balnéaire, donc zone touristique, tous les commerces concernés que j'évoquais, de fait, sont ouverts tous les dimanches de l'année jusqu'à 13h. Tous les dimanches de l'année jusqu'à 13h, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc, effectivement, là, ce qui explique d'ailleurs le très faible nombre de demandes donc, de dérogation au-delà de 5, ça concerne une fois de plus 3 établissements. Et donc, écoutez, je vous propose de renouveler ce dispositif en considérant que donc, voilà, nous sommes amenés à délibérer chaque année et que après, nous pouvons avoir d'autres réflexions, peut-être d'autres demandes qui nous interrogent sur le fait de faire un petit peu peut-être évoluer les choses, mais ce qui n'est pas spécialement le cas aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, cette problématique nous concerne moins à nous, parce que de fait, elle ne concerne pas le dimanche entier, mais simplement les après-midi. Évidemment, vous aurez compris que dans tous les cas, les dimanches proposés, je dirais, à l'ouverture sont ceux des fêtes de fin d'année, bien sûr, et bien sûr les dimanches de la très haute saison estivale. Voilà. Précision aussi, c'est nous avons et nous aurons, mais nous le ferons bien sûr en concertation avec les demandeurs, les 3 demandeurs dont je parlais, que nous aurons, une fois que nous aurons délibéré, à fixer les jours d'ouverture pour l'année 2022. Voilà. Et bien sûr, nous le ferons, comme nous le faisons toujours, en concertation. Voilà, je pense avoir été à peu près complet. Y a-t-il des observations? Oui, Madame Semple. Merci, Monsieur le maire.
J'aurais personnellement souhaité que vous ayez la liberté d'accorder les 12 dérogations au repos dominical. Je sais que que ça passe par max, mais j'aurais souhaité cela. Voilà, c'est pour cela que je m'abstiendrai sur cette délibération. Très bien, c'est noté. D'autres interventions? Non? Bien, mais écoutez, je vous propose de délibérer sur ce sujet. Donc, une fois de plus, nous serons amenés à le revoir. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Madame Saint-Pau, merci beaucoup. Alors, je continue donc avec les délibérations que nous retrouvons chaque année avec la communauté. La première concerne les droits de mutation dont je parlais précédemment au moment, pour la décision modificative. Donc, je pense que vous êtes maintenant habitués. Je vous invite à aller directement au tableau que vous avez à la fin, hein, qui est beaucoup plus parlant. Donc, le principe, c'est que vous savez que la communauté de communes est adhérente à l'EPFL, c'est-à-dire l'établissement public foncier local qui assure donc le portage foncier d'opérations initiées par les communes de la communauté, et que cette contribution à l'EPFL se fait pour tous les adhérents, bien sûr, par le biais des droits de mutation. Je rappelle que les droits de mutation, ce sont des taxes qui s'appliquent aux opérations, aux cessions foncières et immobilières sur le territoire de la commune. Donc vous avez, le principe est donc que cette contribution de la communauté de communes adhérente à l'EPFL soit calculée sur la moyenne des droits de mutation des 3 dernières années. Vous le voyez pour Cabreton, on approche le chiffre de 1,5 million d'euros, ce qui est tout à fait considérable. C'est une moyenne sur les 3 dernières années. Et que là-dessus, donc, s'opère un prélèvement de 8%. Précédemment, le prélèvement était de 16%, il a été divisé par 2, donc de 8%, ce qui fait donc pour la communauté une participation de près de 118 000 euros. Et après, la communauté donc récupère une partie de cette somme qu'elle a versée à hauteur du tiers, ce qui veut dire que, in fine, participe donc au financement de l'EPFL la communauté de communes à hauteur de 2 tiers et la commune à hauteur d'1 tiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'était comme ça donc l'année précédente. Voilà. Donc ce sont des passages obligés, je dirais. Le conseil communautaire d'ailleurs a déjà délibéré là-dessus. Y a-t-il des commentaires, des questions, des observations? Non? Pas de problème? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors là c'est pareil, c'est quelque chose qui revient annuellement. Nous sommes donc toujours convention avec la communauté de communes, cette fois, sur la répartition du produit des forfaits de post-stationnement. On ne parle pas du stationnement réglementé, mais des forfaits de post-stationnement. Jean-Yves Sauréon. Oui, bonsoir. C'est l'homme des forfaits. Bon, il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour la répartition des frais de post-stationnement avec la communauté de communes Max. Pour l'année 2020, les recettes de ce forfait, une fois enlevé le coût d'investissement, est de 662 euros, soit 339 euros à reverser à Max. Oui, merci pour cette présentation très concise. Il a été vraiment droit au but, à l'essentiel. Bon, alors, je précise. Je précise donc que les forfaits de post-stationnement, vous l'avez vu, je dirais pas rapporte parce que c'est pas le bon terme. On l'a, comment dire, c'est pas l'objet. Le stationnement réglementé, le stationnement payant, c'est pour réguler, le stationnement et faire en sorte qu'il y ait de la rotation. Les forfaits de post-stationnement, donc ce sont les PV, ce sont les amendes si on ne paie pas ou si on dépasse le temps pour lequel on a payé. Voilà. Et donc effectivement, vous pouvez quand même considérer que le montant de recettes de près de 78 000 euros est un montant important. Donc, le principe veut que compte tenu
des compétences de la communauté, notamment en termes de mobilité, de voirie d'intérêt communautaire, que ce produit soit divisé par deux, la moitié pour la ville et la moitié pour la communauté. Mais nous avions acté avec la communauté, et ça concerne également notre commune voisine et amie de Sors-sur-Segor, avant reversement, d'imputer les frais relatifs à la gestion du stationnement public réglementé. Et bien sûr, et d'inclure là-dedans les dépenses d'entretien, de maintenance diverses et variées liées aux ordonnateurs, bien sûr, mais aussi et surtout de défalquer les coûts de nos SVP, c'est-à-dire les agents saisonniers chargés, qui sont donc sur le terrain, chargés notamment, mais pas uniquement, effectivement, du contrôle du stationnement réglementé. Et c'est ce qui fait que, in fine, on arrive à un reversement qui est très faible. Pour la petite histoire, la ville d'Hossegor ne reverse rien, mais c'était un petit peu le deal qui avait été fait. Voilà. C'est ça, Jean-Yves ? Bon. Voilà. Y a-t-il des observations, des questions ? Oui, Madame Sempo. Oui, sur le principe de la répartition, je ne suis pas contre, donc je voterai pour. Mais peut-être faudrait-il revoir ce mode de fonctionnement, parce que j'ai vu que Sors-sur-Segor était à moins 2000. Donc forcément, il ne reverse rien. Peut-être faut-il réfléchir à une autre manière de faire, parce que l'attribution des recettes sont intéressantes pour la commune à côté de ça. Ce sont les faibles sommes qui posent question. Donc, pourrait-on faire autrement? Peut-on réfléchir différemment? Oui, Madame Sempo, pardon, je n'ai pas très bien saisi le fond de votre question. Vous parlez de quoi? Des modalités de reversement de la moitié de l'excédent à la communauté? Autrement dit, les 331 €, c'est ça? Ou pas? Je n'ai pas compris. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une autre manière pour faire plus de bénéfices, puisque l'attribution de ces recettes sont intéressantes pour la commune, pour la voirie. Ce système-là n'est pas très rentable pour la commune. Voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on ne peut pas entamer une démarche, une réflexion différente? D'accord. Bon, tout d'abord, je pense avoir compris. Tout d'abord, je note avec satisfaction que le stationnement réglementé, payant, est une bonne chose, puisque les forfaits de post-stationnement découlent du stationnement payant, réglementé. Premier point, je m'en félicite. Second point, oui, bien sûr, on peut essayer de gagner plus, pour parler un peu trivialement. C'est pas compliqué. Il suffit d'augmenter le forfait de post-stationnement. On est à 20 €, c'est le choix qu'on avait fait, c'est-à-dire au montant minimum qui est de 17 €, ce qui correspondait à l'ancien PV, majoré des frais de gestion, puisque la gestion de ces forfaits de post-stationnement, ce n'est pas la ville qui fait, mais ça a été délégué à un prestataire. On avait chiffré un coût de gestion qu'on avait incorporé et fait en arrondi à 20 €. Si maintenant vous posez la question de savoir s'il faut augmenter ces forfaits de post-stationnement, je vous réponds, vous dites comment on fait pour augmenter les recettes. La première solution la plus simple et la plus radicale, c'est ça. Après, on peut, moi je ne sais pas, on peut aussi étendre le périmètre du stationnement réglementé pour qu'il y ait potentiellement, mais ce n'est pas du tout notre intention, potentiellement plus de gens qui ne paient pas ou qui paient, qui ne respectent pas le temps imparti. Si maintenant, Madame Sempo, je ne sais pas si vous avez des propositions, des préconisations, c'est avec plaisir hein, qu'on vous écoute. Vous pensiez peut-être à quelque chose de différent ? Non, mais je trouve que le système n'est pas satisfaisant, donc on peut entamer une réflexion. Je n'ai pas la solution idéale. Et augmenter les forfaits, je ne suis pas favorable non plus. Bon, alors ça va être un peu difficile alors. Bon, moi je trouve que le dispositif est un bon dispositif. Le stationnement réglementé pour les raisons qu'on a assumées lorsqu'on l'a créé. Et après, dans le partage financier des recettes générées par ces forfaits de post-stationnement, je pense que le deal trouvé avec la communauté est un bon deal parce qu'effectivement, nos ASVP, ils sont là, bien sûr, pour contrôler le stationnement payant durant l'été, mais pas uniquement. Ils sont d'abord et avant tout sur le terrain. Et c'est ça qui est important.
Mais, Madame Simpo, si vous avez des propositions, pas aujourd'hui, mais plus tard à faire, nous sommes tout à fait preneurs pour en discuter. Y a-t-il d'autres observations? Non. Alors, je soumets donc ce dossier, là aussi, passage obligé, hein, à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 5 abstentions. 1, 2, 3. 6, d'accord. Parfait, merci. On reste toujours dans le domaine de Max, dont je rappelle à Jean-Luc qu'on ne dit pas la Max, Jean-Luc. On dit Max. C'est une nuance très importante. Je suis désolé, monsieur, mais la prochaine fois, je ne ferai pas l'erreur. Je vous le promets. Bon, alors donc là, on est toujours dans le champ de compétences de la communauté, puisqu'on vous propose donc après que le conseil communautaire ait délibéré sur ce sujet, donc qui doit être, puisqu'il s'agit d'un ajout de compétences, qui doit évidemment être entériné et validé par les 23 communes, donc sur une compétence facultative en matière de déchets de venaison. Marc, tu veux nous expliquer un petit peu ça? Oui, bonsoir à tous. Oui, donc le vote de la compétence déchets de venaison est nécessaire à Max afin de pouvoir lancer la construction des 6 aires de réception des déchets de venaison sur le territoire. Ces plateformes seront gérées en partenariat sous convention entre la Max, les ACCA, les ACCA et la Fédération des chasseurs des Landes. L'entretien de ces aires et le nettoyage sera effectué par les ACCA, c'est-à-dire par les chasseurs. Ces aires sont une nécessité maintenant pour la valorisation des déchets de venaison qui sont en constante augmentation depuis quelques années. Sur le département, au niveau du plan de chasse, nous avons un prélèvement constant sur les cerfs et les biches avec 1300 têtes par an et 15 000 chevreuils. Pour le sanglier, malgré les divers confinements de l'année dernière, il a été prélevé 15 000 sangliers aussi. Alors, pardon Marc, excusez-moi, tu parles là du territoire sur le territoire de la CCA, hein? Non, ça je parle sur le territoire des Landes. Des Landes, d'accord. Des Landes, entier. C'est le territoire des Landes. Oui, pas sur... Oui, tu commences à nous impressionner. Non, pas ici. Pas encore. Hein. Ce qui a représenté un total de 490 tonnes de déchets de venaison sur les Landes. Au niveau de Max, nous sommes approximativement à 24 tonnes de déchets. Sur Cabreton, nous, on est encore à 500 kilos. Donc, il faut pouvoir revaloriser tous ces déchets et les faire évacuer par des entreprises spécialisées. Il faut savoir que l'enfouissement qui se pratiquait dans certaines communes, où il y avait beaucoup de domaines forestiers, n'est plus autorisé, sauf dérogation et sous certaines conditions. Donc ça devient une nécessité maintenant de faire ces aires. Voilà. Donc, merci Marc. Donc tu l'as dit, sur le territoire de Max, donc 6 plateformes de collecte et de traitement donc, de ces déchets, financées par la communauté, c'est 100 000 € le coût, hein, 100 000 € le coût, et l'entretien sera géré par les ACCA. Par les ACCA. Voilà, ce qui me semble une bonne chose. Et puis surtout une bonne chose en termes de questions sanitaires et environnementales. Quoi, voilà, surtout, question sanitaire. Maintenant, on ne peut plus faire comme autrefois, c'est-à-dire il y en avait beaucoup qui enterraient les déchets. Là, c'est plus possible. Et ce qui se pratiquait un peu partout, c'était on mettait ça avec les ordures ménagères. Ça passait à l'incinérateur. C'est plus possible maintenant. On voit bien que maintenant, on repart dans des choses un peu plus saines et ça sera pris en charge par un équarrissage, par l'équarrisseur. Voilà, très bien Marc. Merci beaucoup. Et merci pour les chiffres. Vous avez des questions, des observations sur ce sujet? Je pense que, bon, évidemment, c'est une bonne chose que Max s'empare du sujet, mais je pense que ça fait un petit moment que le sujet était sur la table, quoi. Oui, il y a un petit moment qu'on fait des réunions avec Max, avec la
là-dessus depuis 3 ou 4 ans pour arriver à implanter tous les points de collecte et tout ça. Madame Sempou? Oui, pardon. Madame Lux? Oui, pardon, je me demandais où ils étaient en fait, ces aires, où est-ce qu'ils étaient prévus? Les aires sont prévues, une à Messanges, une à Souston, une à Saint-Jour-de-Marraine, une à Josse, une à Sainte-Marie-de-Gosse, et la dernière, alors normalement, elle était prévue au départ à Bénesse. Max est en train de vouloir la mettre à la Benne. On ne comprend pas pourquoi ils veulent la mettre sur la Benne, au plus sud du territoire. Donc on travaille là-dessus pour qu'il la déplace et qu'il la laisse sur Bénesse. C'est un peu plus central pour tout le monde. Surtout que sur Bénesse, au niveau de la station d'épuration, c'est facile. C'est un accès très facile. Et puis c'est à la vue de personne. Ça serait beaucoup mieux qu'aller la mettre au fin fond du territoire de Max à la Benne. Bon. Ça arrangerait tout le monde. Donc on va plaider aussi pour qu'elle soit effectivement implantée à Bénesse, comme c'était d'ailleurs prévu au départ. Comme c'était prévu au départ. Bon, donc à suivre. Hein. Voilà. Merci Marc. D'autres observations? Donc je soumets ce dossier à votre approbation. Je pense qu'il le sera unanimement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. On parle un peu de travaux avec Cyril. Donc Cyril, tout d'abord, une servitude de passage est instituée. Oui. Comme évoqué tout à l'heure, brièvement, des inondations récurrentes ont été constatées sur le secteur des Myosotis et l'allée de la Brède par des nappes subaffleurantes. Afin de pallier à ce problème, un projet a été étudié pour le traitement des eaux par la création d'un réseau depuis l'allée de la Brède jusqu'à la noue située avenue des Myosotis, qui sera équipée d'un poste de refoulement avec un rejet dans le Bourrette au travers de propriétés privées. Les propriétaires concernés consentent librement à conclure avec la commune de Carboton une servitude sur les parcelles leur appartenant. La dite servitude est consentie sans versement d'indemnité. Donc, la proposition de Monsieur le maire est d'instituer un profit de la commune une servitude de passage lui conférant le droit d'établir des canalisations souterraines. Oui, merci Cyril. Je pense que c'est un bon dossier parce qu'effectivement, on parlait précédemment, Jean-Luc parlait donc des problématiques d'inondations connues et puis des solutions, des remèdes que nous apportons. Et je voulais moi simplement remercier la commission d'avoir fait aboutir ce dossier. Bien sûr, de remercier les propriétaires concernés qui nous ont tous, sans problème au cœur, consenti à cette servitude. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Non? Donc je vous propose d'entériner ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours dans le même registre, Cyril, donc cette fois, une convention à signer avec Nexity. Oui, c'est ça. Donc on est toujours dans la même problématique. Là, c'est un conflit entre le propriétaire et le promoteur. Donc, dans le cadre d'une mise en demeure de la régularisation demandée par la police de l'eau pour une installation de rabattement de nappe mise en place par la résidence Greenwave, le promoteur Nexity sollicite l'autorisation de réaliser sur le domaine public un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales. C'est un fossé qui longe le camping de la Civelle et la voie verte, avec un rejet dans le Boudigo. Vous avez les plans en annexe. L'ouvrage a été surdimensionné afin de pouvoir récupérer en complément les futures eaux issues du projet de drainage des eaux pluviales du camping municipal de la Civelle, donnant ainsi un intérêt public à ce projet. Il est important de savoir qu'à l'issue des travaux, les ouvrages seront rétrocédés à la collectivité et les frais d'entretien seront partagés à hauteur de 50% entre la collectivité et le promoteur. Ça, c'est parce que nous avons, nous aussi, un intérêt en usage public par rapport donc au camping. Hein. Oui, exactement. Très bien, mais là aussi, je crois que c'est l'aboutissement apparemment d'une situation un peu conflictuelle là, au sein de cette copropriété, depuis le départ hein, d'ailleurs, dont je pense qu'elle a à peu près, mais je peux me tromper, je ne sais pas. Vous voyez où c'est qu'elle est, cette
résidence, à peu près une dizaine d'années, je pense, hein, où manifestement les ouvrages réalisés au départ étaient sous-dimensionnés. Bon, là, il semble que le litige qu'il y a entre le promoteur et puis les propriétaires ou copropriétaires puisse se régler au travers de ça. Et notre intérêt, je parle sous contrôle de Cyril et de Jean-Luc, c'est qu'on puisse nous aussi, je dirais, traiter le point bas que nous avons donc au camping de la Civelle et évacuer donc ces résultants de la nappe souterraine, hein, des remontées de nappe, qu'on puisse évacuer tout ça et assécher vers le Bodigo. Hein. Bon, donc c'est aussi une bonne chose pour nous. Voilà. Des observations, des questions? Oui, monsieur Calès. Oui, j'ai été distrait pendant que vous exposiez, mais il me semble qu'en commission, on a dit qu'en plus, c'était entièrement couvert par le privé. C'est Nexity qui prend la charge. Oui, bien sûr, oui. Ça n'a pas été précisé, vous avez raison de le rappeler. Ça ne coûte rien à la commune. Tout à fait. Oui, la totalité des travaux est bien sûr prise en charge par le promoteur. Ouais. Tout à fait, merci de réparer cet oubli. Pas de problème, on peut délibérer là-dessus. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. On est toujours dans le cadre des délibérations annuelles, et cette fois s'agissant de la forêt communale avec Françoise Agier. Donc tout d'abord le programme des coupes de bois, comme chaque année, et celui des travaux à venir. Voilà, donc pour rappel quand même, il faut savoir que le domaine arboré de Cap-Breton, c'est donc 1600 hectares et dont 500 hectares en forêt communale. Donc, comme elle est soumise au code forestier, elle est gérée par l'ONF selon un plan de gestion établi en 2010 qui court jusqu'en 2014. Donc, tous les ans, l'ONF nous propose une liste de coupes de bois à réaliser pour l'année suivante, en conformité avec ce plan de gestion. Donc, vous avez un tableau de cette assiette des coupes proposées. Donc un certain nombre de coupes d'éclaircies, certaines qui étaient prévues en 2018 et 2019, mais qui seront réalisées qu'en 2022, puisque ça dépend de l'état d'avancement des parcelles. Ensuite, vous avez un ajournement de la coupe de la parcelle urbaine 6B, qu'on avait prévu en coupe rase, suite à un premier diagnostic. Mais en fait, l'expertise sanitaire faite par l'ONF a montré que tous ces pins n'avaient pas été tous gémés, fragilisés et n'avaient pas tous ce problème de félin du pin. Donc, plutôt que d'opérer une coupe rase, nous allons garder un certain nombre d'arbres, tous ceux qui ne sont pas dégradés et qui ne présentent pas de risque pour la sécurité du public. Voilà. Ensuite, vous avez la parcelle 9, donc qui subit aussi une modification puisqu'elle était prévue en coupe rase sur le plan de gestion. Cette parcelle de 6 hectares 77 qui est peuplée de pins et de feuillus. Donc, elle devait passer en coupe rase pour l'exploitation des pins. Et finalement, pour garder le paysage, justement, on va travailler différemment. Elle va passer en coupe d'ensemencement, c'est-à-dire qu'on va procéder à une coupe sélective sur ces pins. Actuellement, il y a 140 tiges de pins à l'hectare, on va en garder 70 à 80. Et on va attendre la régénération naturelle sous cette strate, donc pour renouveler le peuplement. Ce qui donnera à terme une futaie irrégulière avec des hauteurs différentes et on gardera ainsi un paysage toujours arboré. Voilà pour les coupes. Alors il faut donc voter, approuver cette proposition. Alors, est-ce que vous avez, c'est un sujet important, hein, ce qu'a évoqué Françoise, effectivement, un changement dans la gestion des coupes rases, hein, qui est réalisé, qui permet d'avoir des opérations de gestion qui soient beaucoup moins traumatisantes et qui préservent les paysages avec des coupes, on va dire, alternées dans le temps, hein, le temps que les nouveaux sujets ou issus de la régénération naturelle ou plantés aient le temps de prendre un peu d'ampleur. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qui
qui va être largement étendue, peut-être une nouvelle forme de gestion à intégrer. Et voilà, donc je trouve que c'est très bien, et une fois de plus, la Commission a bien travaillé là-dessus, avec bien sûr en lien avec Arnaud Bassibé, donc de l'ONF. Est-ce que vous avez des observations ou des questions? Oui, Monsieur Calès. Merci, Monsieur le maire. On a une idée des bénéfices, enfin du chiffre d'affaires qu'on peut réaliser, entre guillemets, sur les ventes de bois, sachant que le prix du bois ayant fortement augmenté, est-ce que ça nous est-ce que ça on en bénéficie? Françoise, je n'en encore à peu près, mais c'est... Pardon. Merci. En fait, justement, comme vous le dites, il y a des fluctuations, donc c'est difficile à donner un montant pour ces coupes. On espère le meilleur rapport possible. Mais bon, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai qu'on parle partout de pénurie de matériaux, y compris de bois, et qu'il faut espérer que lors de la vente donc, de ces lots, on ait des propositions qui soient effectivement intéressantes. Mais c'est un peu difficile à chiffrer aujourd'hui. Oui. Oui, c'est important parce que c'est une grosse partie de l'équilibre du budget forêt à la vente Tout à de bois. fait. Pas que, mais ça joue sur l'équilibre de ce budget. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Oui, Jean-Luc. Oui, monsieur le maire. En fait, je pense que ce que vient de dire Françoise est important. On est en train de modifier également notre façon de voir la gestion de la forêt communale. La forêt communale est exploitée jusqu'à présent comme une forêt d'exploitation, avec des coupes rases, des coupes d'éclaircies. Et en fait, l'orientation qu'on est en train de donner, c'est d'aller plutôt vers des coupes d'éclaircies, c'est ce qu'on appelle une gestion irrégulière, et de ne plus faire de coupes rases. Alors bien évidemment, pour répondre indirectement à votre question, M. Calès, le prix du bois qui va sortir, il ne va pas forcément être le même, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on fait une coupe rase, on coupe tout, le terrain, il est dans l'état que vous pouvez imaginer. Là, ça suppose quand même une exploitation un peu différente, avec des chemins, des cloisonnements dans la forêt. Donc cette transition qui va s'opérer n'amènera pas forcément autant de revenus que ce qu'on pouvait avoir dans le passé avec des coupes rases. Donc là, il y a peut-être tout un sujet à examiner, et Françoise s'en occupe avec l'ONF, et c'est quand même une transition extrêmement importante pour la commune que de passer d'un mode de gestion à un autre mode de gestion avec des coupes irrégulières et des éclaircies et une autre façon de gérer la forêt communale. Je pense que c'est important à partager aussi comme nouvelle ambition dans la gestion de notre forêt. Merci Jean-Luc, oui, pour ces précisions importantes. D'autres interventions? Non, mais écoutez, je vous propose donc d'approuver ce plan de gestion 2022. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. On passe plus là sur les travaux, sur la partie dépenses alors. Françoise. Voilà. Donc là, vous avez le programme des travaux à réaliser en 2022. Ce sont des travaux assez classiques de plantation de pins là où il n'y a pas eu de régénération naturelle, des travaux de débroussaillement, que ce soit en manuel, au broyeur ou au rouleau landais, notamment donc pour entretenir les parcelles, entretenir la bande des FCI sur nos parcelles. Vous avez des curages, nettoyage de fossés et curage de fossés aussi sur un linéaire quand même important. Ensuite, des travaux. Alors, il y a des travaux qui sont donc avec assistance de maître d'ouvrage, c'est-à-dire avec de l'ONF, et des travaux sans assistance, donc sans frais occasionnés par les maîtres d'œuvre, et puis des travaux en régie communale. Donc, le montant prévisionnel est de 43 413 € hors taxes, dont 39 353 en entreprise et 812 € en régie. Et le montant prévisionnel de la maîtrise d'œuvre est de 3 247 € hors taxes. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver cette proposition de travaux pour l'année 2022. Bien, merci Françoise. Et des questions, des observations?
Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Je crois qu'on arrive sur la fin. Nous avons donc une petite modification du tableau des effectifs qui concerne l'ALSH. Vous l'avez vu, tout d'abord un contrat d'apprentissage qui arrive à terme et qu'on vous propose donc de consolider, de stagiairiser. On avait eu, pour répondre à M. Calès, lors de la commission finance, administration générale, effectivement, on va avoir un surcoût, puisqu'on passe d'un contrat aidé à un contrat normal, entre guillemets. Mais l'avantage pour nous, c'est de bénéficier pendant cette phase d'apprentissage, effectivement, de conditions aidées. Et puis ça nous permet surtout de former ces jeunes le plus souvent que nous recevons. Et puis, effectivement, dans la perspective, une fois leur contrat terminé, de les garder. De les garder. On ne les forme pas pour les laisser partir, surtout lorsqu'ils donnent une satisfaction, ce qui est le cas. Et puis le second, simplement, on regroupe 2 temps partiels pour 2 agents qui ont cessé, toujours à l'animation, à l'ALSH, donc, qui ont cessé leurs activités pour des raisons diverses. Donc il y avait une fin de contrat, et puis après, une autre personne, donc, suite à inaptitude. Donc, on vous propose de fusionner ces deux temps, 17h30 et 10h, sur un contrat de 28 heures, sur un agent qui viendra donc effectivement couvrir ces deux temps. Voilà, tout simplement. Pas de problème là-dessus, je suppose. Oui, Monsieur Calès. Non, pas de problème bien sûr sur ce sujet-là. Les remarques que j'avais fait en commission, que j'ai eu l'occasion d'en reparler avec M. Elbès tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ligne sur coûts financiers. Alors là, on en a parlé, mais souvent, il y a des variations des effectifs où il y a une dizaine de postes qui sont concernés avec des plus et des moins. C'est un peu difficile de savoir. Évidemment, ce qu'on ne demande pas, c'est avoir le montant exact, parce qu'il peut y avoir des salaires, c'est toujours gênant pour les gens, mais c'est de savoir si c'est prévu au budget, par exemple, ça rentre dans le budget, il n'y a pas d'incidence budget, donc c'est une information courte. Et en termes d'effectifs, c'est +1, -1, c'est constant. Voilà, ça permet de voir un peu comment les variations d'effectifs peuvent impacter le budget de manière financière ou le nombre de personnes. Non, mais tout à fait, bien sûr. Mais ça, on peut le suivre facilement, je dirais, au fil des ans. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément, on ne diffuse pas en tout cas forcément une modification du tableau des effectifs dès qu'il y a des petites choses comme ça. Mais je vous rappelle que vous avez au moins 2 fois dans l'année le tableau des effectifs. Vous l'avez au budget primitif et vous l'avez au compte administratif. Le budget primitif, c'est en prévision sur l'année, compte tenu des mouvements de personnel qu'on peut appréhender. Il y en a d'autres qu'on ne appréhende pas forcément, et après, quelques mois après, au compte administratif pour faire l'état précis de l'effectif au 31 décembre de l'année qui précède. Donc on suit quand même régulièrement ça, et bien sûr les services financiers et ressources humaines, ça va sans dire, bien sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord, M. le maire. C'est que souvent, quand on a une décision à prendre sur des variations d'effectifs, au cas par cas, on a du mal à se... Oui, de connaître un impact financier. Ça facilite, non pas l'impact réel, mais savoir par exemple pas d'incidence budget, ou incidence budget. Oui, tout à fait. Savoir s'il y a plus ou moins, ça aide à comprendre, puisque comme on n'est pas directement impliqué dans les effectifs, sans remettre en cause les décisions proposées, c'est de voir un peu comment ça impacte. Oui. Pour information ici sur le contrat d'apprentissage, donc on vous propose de consolider, il y aura un surcoût de l'ordre de 10 000 € annuel sur 12 mois. Voilà, mais on le sait puisqu'on passe d'un contrat aidé à un contrat normal. Voilà. D'autres interventions? Bien, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Nous terminons, je crois, toujours sur le... Alors ça, c'est un personnel de surveillance des plages, c'est un peu particulier avec Loulou. Oui. Cette délibération est due à la saisonnalité, c'est-à-dire que les maîtres nageurs sont sur des contrats saisonniers de 6 mois. Pour la volonté de la ville de Cabreton d'avoir une période
qui va au-delà de 6 mois de surveillance ou de présence plutôt, parce que la surveillance c'est un autre domaine, de présence sur nos plages, on présente cette délibération pour justement voter sur cette augmentation sur 4 mètres nageurs avec l'augmentation de temps qui va du 11 octobre au 7 novembre, 7 novembre étant le dernier week-end des vacances de Toussaint. Et pour ce fait, vu les conditions climatiques que l'on a actuellement, on voit bien que ce temps qui est maintenant de 7 mois de présence, puisqu'on part des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint, est indispensable sur notre station balnéaire. Et la semaine dernière, on a même vu nos maîtres nageurs intervenir sur les plages, sur un bateau qui avait quelques difficultés à rentrer en marée basse sur le port de Cameroun. Voilà. Donc la délibération, c'est de voter sur un accroissement temporaire d'activité pour 4 maîtres nageurs sur la période dont je vous ai indiqué du 11 octobre au 7 novembre. Ok. Sans coût supplémentaire. Ok, merci Loulou. Donc là, pour répondre aussi, et ça avait été abordé en commission, en fait, le coût était intégré déjà dès le départ, sauf que, comme Loulou l'a dit, comme on est sur des contrats d'une durée maximum de 6 mois, il nous manquait à peu près 3 semaines pour aller jusqu'au 7 novembre. Voilà, c'est tout. Mais je crois que là aussi, il faut se féliciter d'avoir une couverture, surveillance ou présence avec des patrouilles qui soient quasiment, donc on est sur quoi? Sur 7 mois. On est sur 7 mois effectifs. Et quand on voit le temps qu'il fait actuellement et le monde qu'il y a, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ça va dans le sens de l'histoire, parce que je pense que beaucoup de communes, pour ne pas dire toutes, iront, alors plus ou moins rapidement, mais iront effectivement vers une présence et une surveillance des plages de plus en plus étendue, c'est évident. Et puis bien sûr, derrière, il y a... hormis la responsabilité des maires et des collectivités, bien sûr, il y a la sécurité. Pour simplement rajouter à ce que dit Monsieur le maire, c'est qu'il y a une cohésion entre la ville d'Hossegor et de Signos sur ce type de surveillance, du moins de présence. Et donc on est sur les mêmes dates. Et si on peut parler de présence à l'année, on y est pratiquement, puisque pour ça, c'est pratiquement 8 mois de présence. Voilà, donc on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec les communes qui sont à côté de nous. Pas de problème là-dessus? Oui, Madame Sempo. Merci, Monsieur le maire. Cet élargissement de surveillance, qui est une très bonne chose pour Cabreton et pour les habitants et les personnes qui passent leurs vacances, c'est une excellente chose. Mais je fais un lien avec la délibération numéro 2 de la Convention du domaine public maritime. Est-ce qu'il est impératif d'ouvrir 6 mois consécutifs, comme c'est précisé? Est-ce qu'on ne pourrait pas harmoniser avec les périodes de surveillance? Est-ce qu'on ne pourrait pas allonger un petit peu les périodes d'ouverture des concessions, les harmoniser avec les périodes de surveillance? C'est une réflexion, Mais c'est le cas, puisque effectivement la Convention dit que c'est d'avril à octobre. C'est d'avril, 1er avril au 31 octobre. Donc on y est, c'est le cas. Oui, mais sur la Convention, c'est 6 mois. Et là, on parle de 7 mois. Non, c'est pas. Vous avez raison. On ne parle pas de la même chose. Sur la Convention, il est dit que la période d'exploitation que peut utiliser l'exploitant, c'est 7 mois. Du 1er avril au 31 octobre. Mais que par contre, la durée dans ce délai, dans cette période, que la durée effective d'exploitation ne peut être que de 6 mois. Donc c'est un petit peu... Voilà. Il y a un distinguo à faire, en considérant que dans la période des 6 mois dite d'exploitation, il y a aussi le temps de montage et de démontage des structures. Donc, mais c'est une fois de plus, ça, ce sont des conditions qui sont contraintes et imposées par les services de l'État. Là, on n'y peut rien. Voilà. C'est bon? On peut délibérer? Des oppositions, des abstentions?
Merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour sans être épuisés nous-mêmes. Est-ce que vous avez des observations sur les décisions? Oui, Monsieur Calès. Merci, Monsieur le maire. J'avais oublié de poser en commission une précision sur la décision 172 qui concernait le remboursement des frais de déplacement des gens qui sont venus pour le groupe, je crois. Et je voulais savoir si ça se faisait sur la base d'un forfait ou si c'était aux frais réels. Comment ça se passe? Il y a un forfait communal sur l'hôtel, le restaurant, il y a des bases? Oui, Claire qui va vous répondre parce qu'elle maîtrise ça bien. Sans connaître les montants. Non, mais je veux dire, ce qu'il y a de sûr... Mais oui, Claire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des montants qui sont plafonnés, ça c'est évident, hein, et notamment sur la restauration, et y compris d'ailleurs sur l'hébergement. Alors, je vais être honnête, je ne connais pas les montants de forfait. Alors, c'est aux frais réels. Mais en revanche, c'est nous qui avons le contrôle de là où effectivement s'effectue l'hébergement, la restauration, voilà. Et donc on est très vigilant par rapport à effectivement nos budgets globaux et puis ne pas dépasser un certain. Mais on réfléchit à une option de forfait. Enfin, ça fait partie des pistes de réflexion que nous avons. Mais aujourd'hui, c'est aux frais réels. Merci Claire. Pas d'autres observations sur les décisions? Bon, ben écoutez, voilà, nous avons des questions de l'opposition. Nous avons 3 questions. Alors, tout d'abord, vous nous demandez... Ah oui, donc là, alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter d'une quelconque prolifération de cyanobactéries? Vous avez vu, je suppose, ces taches vertes au port, dans le bassin portuaire, et qui remontait par le Boudigo. Bon, donc évidemment, voilà, par les 2 publications. Alors, Loulou, qui a suivi ce dossier. Il y a une date qui est donnée, mais à partir du le dimanche 10 octobre, nous avons donc constaté dans le port et les berges du Boudigo une masse gélatineuse verte jamais observée à ce jour. Jamais. Ça n'a jamais été vu. D'ailleurs, vous allez voir les conséquences de cela. Des mesures donc ont été réalisées à partir du 13 octobre au niveau du port, du Boudigo, du lac et au niveau bien sûr de la Calfanie, juste celle qui au bout du port. Ces campagnes ont démontré qu'il n'y avait pas de... Alors, c'est un terme scientifique, mais qui veut dire qu'il n'y avait rien de dangereux. Donc ça s'appelle le cyscrocystique toxine liée à la cynophésie. Donc ça, c'est lié, si vous préférez, à un élément qui peut être toxique au niveau du bassin portuaire, du lac ou autre. Donc il n'y avait aucun élément. Mais au-delà, donc il y a eu des prélèvements qui ont été réalisés par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui est l'organisme qui est souvent sollicité par le syndicat des rivières. Donc on parle d'eau douce. Et donc il s'avère que cette masse gélatineuse verte est une cyanobactérie du genre, alors là aussi vous m'excusez, mais c'est des termes scientifiques, Aphanocapsa, espèce benthique, qui saumâtre et marine. En 2 mots, c'est une cyanobactérie qui vit que dans les milieux salins. Donc, il y a eu certainement, probablement, elle s'est développée au fond du port ou du lac d'Ossegor, on ne sait pas encore, et dispersée après en amont du Boudigo, en sachant que ce week-end-là, il y avait de forts coefficients. Donc, ce qui a fait que, à l'heure actuelle, eh bien, on est en contact avec l'IFREMER, qui est l'organisme qui est associé à ce type d'algues, c'est algues donc marines, qui va faire des recherches et essayer de comprendre, alors c'est des termes aussi, c'est des blooms, c'est-à-dire cette explosion d'algues et cette remontée à la surface d'algues qu'on n'a jamais constatée dans le port de Cabreton et dans le lac. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est dans le port ou dans le lac, mais voilà où ça en est. Mais par contre, il n'y avait absolument rien de dangereux par rapport à ce bloom, à cette masse verte. Voilà. Mais c'est vrai que c'était relativement
comment dire, C'était inquiétant. c'était inquiétant, je ne sais pas inquiétant, après il faut vérifier si c'est effectivement, si c'est dangereux ou si ça ne l'est pas. Mais ça interpellait parce que moi j'ai rarement vu, je ne crois pas d'ailleurs, de telles masses un petit peu gélatineuses là se former, quoi. C'était vraiment très curieux. Oui, monsieur Calès. Oui, je crois que c'est important d'en parler et puis d'avoir ces informations parce que comme ça, c'est parti sur Facebook avec des photos, après on ne sait pas comment ça dégénère et on peut avoir beaucoup d'informations fausses. Donc c'est pas mal de repréciser, que ça n'a pas d'incidence sur l'hygiène et la santé humaine. Oui. Et que bon, on regarde d'où ça vient. Non, mais bien sûr. Mais par contre, on reviendra pour vous donner des éléments de conclusion de l'IFREMER sur ces cyanos et cette explosion qui est exceptionnelle. Alors c'est vrai que on a pu avoir quelques épisodes de cyano, vous vous rappelez, hein, mais ça venait du Marais d'Orx avec les vidanges de bassin, mais là c'est pas du tout le cas, du tout. Madame Saint-Pau. Merci. Moi, je ne partage pas trop votre optimisme parce qu'il y a déjà eu des cyanobactéries dans le Boudigau qui viennent du Marais d'Orx. Il y a une étude CyanoSafe que vous devez connaître, qui émane du syndicat mixte des rivières, et ces cyanobactéries viennent du Marais d'Orx. Parce qu'il y a d'un côté, d'après mes renseignements... C'est pas le cas dans le cas d'espèce, une fois de plus. Hein. Ça ne vient pas du Marais d'Orx. D'un côté... on préserve tout l'environnement du Marais d'Orx, notamment avec la spatule blanche qui nécessite moins d'eau. Enfin, il y a toute une problématique, mais d'un autre côté, ça déséquilibre la flore dans les bactéries dans le Boudigau. Alors, moi, je cherche à comprendre, hein, c'est tout. Je n'ai pas les mêmes versions que celles que vous venez de donner. Alors, mais c'est toujours comme ça. Et il y a quand même une dangerosité concernant les cyanobactéries. Alors, je vais laisser répondre Loulou, mais c'est toujours comme ça. Je veux dire, nous, on fait faire des analyses par des laboratoires, je dirais, d'analyse qui ont cette expertise. Loulou a parlé de l'IFREMER, enfin je veux dire, on peut toujours tout contester dans la vie, hein, y compris les analyses qui sont réalisées. Et je vous redis que ça ne vient pas pour le coup, et contrairement aux épisodes précédents, du Marais d'Orx. Loulou ? Oui, c'est simplement ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a deux instituts. Il y a l'INRAE, j'ai donné la totalité de l'Institut national, voilà, qui travaille sur toute l'étude sur les cyanobactéries qui se développent dans l'eau douce. Donc c'est cet institut-là qui travaille avec le Marais d'Orx. Et donc on n'a jamais vu, ça n'a jamais été vu ce type de cyanobactérie, et donc il a été déterminé que c'est une cyanobactérie qui a évolué dans le port ou dans le lac, on ne sait pas pour quelle raison, et c'est une cyanobactérie du type salaire. C'est-à-dire que les seuls compétents à analyser et à poursuivre cette analyse, c'est l'IFREMER. Donc c'est pour ça qu'on est en lien avec l'IFREMER. Mais je vous rassure, je confirme que ce ne venait pas du Marais d'Orx, c'est des cyanobactéries qui ont évolué soit dans le port, soit dans le lac, et sur un fort coefficient de marée, sont remontés dans le Boudigau et un peu dans le Bouet. Voilà. Et sur la dangerosité, il y a eu donc des prélèvements qui ont été faits le 13 octobre qui confirment qu'on n'avait aucune dangerosité de cyanobactéries dans le bassin portuaire et dans le lac. Voilà. Donc on va attendre les résultats maintenant de l'IFREMER. C'est ça. Hein, voilà, qui viendront, je pense, confirmer les premières analyses. En tout cas, il faut l'espérer, bien sûr. La deuxième question concernait les ordures ménagères. Pour que la municipalité intervienne auprès du SITCOM pour, je suppose, durant la saison estivale, ça va sans dire, pour faire en sorte que la collecte se passe mieux. Bon, je pense que comme chaque été, on constate tous effectivement qu'il y a des bacs, ou des bacs notamment à ordures ménagères, ou voire même des conteneurs qui débordent. On est régulièrement soumis donc à des alertes données par
des riverains de quartier. Hein. Bon, voilà, on connaît la problématique des ordures ménagères durant la saison et qui pose effectivement la question de la fréquence des ramassages, des points de collecte, ils sont bien positionnés ou pas, etc. Bon, on le sait. Hein, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça Françoise pourra peut-être compléter. C'est que bien sûr qu'on est en relation avec les services du Sitcom et chaque fois qu'il y a une doléance qui remonte, on leur fait passer. C'est vrai que le Sitcom adapte régulièrement et les fréquences et les circuits, je dirais, les circuits de collecte, mais que force est de constater que ce n'est pas toujours satisfaisant. Je ne vais pas dire le contraire. Et donc, les services du Sitcom le savent. On fait souvent des points, un point d'avant-saison et un point d'après-saison. Pour là aussi, c'est comme le circuit de bus Yego, procéder à des adaptations permanentes pour renforcer l'efficience du service de collecte. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que tout sera réglé, parce que d'abord, ce sont les services du Sitcom qui font. Vous avez constaté que nous mettons des bennes pour les déchets verts dans nos quartiers. Je dis ça parce que dans les bennes, on s'est posé la question de savoir, je ne m'éloigne pas des ordures ménagères. Hein. On a souvent constaté qu'il y avait à peu près de tout dans les bennes à déchets verts. Ce qui oblige les services municipaux à retrier derrière. On s'est même posé la question de savoir s'il ne fallait pas les supprimer. Je reviens à la civilité des personnes. Vous êtes comme moi, vous voyez, et y compris durant l'été, des amas de tout au pied des containers, alors qu'il y a aussi, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes de mobilité, je ne dis pas le contraire, c'est possible, mais aussi quand même un réseau très efficace de plateformes donc pour amener ces déchets directement, sans passer par les poubelles ou les containers, mais que pour autant, on peut aussi se poser la question de la civilité des personnes qui mettent ça par terre, et il y en a partout, en se disant, mais de toute façon, les agents du Sitcom, ils vont ramasser. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je veux aussi un petit peu tempérer les choses. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a des améliorations à apporter de la part du Sitcom, pas du tout, et on discute avec eux, mais il faut aussi se poser peut-être d'autres questions, et ça c'est général, c'est partout, partout, partout. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette réponse est satisfaisante, mais c'est en tout cas, moi, le constat, et vous le voyez, hein, quand vous circulez dans Cabreton, voilà, que les gens, effectivement, déposent leurs déchets, alors que ce n'est pas du tout la place de les déposer à cet endroit, y compris dans les bennes de déchets verts. Monsieur Calès ? Oui, merci, monsieur le maire. Oui, il n'était pas du tout question de porter un jugement ou une critique sur le travail des personnes du Sitcom qui font un bon travail. Le Sitcom, d'ailleurs, intervient, j'en ai fait l'expérience, à la demande quand il y a besoin de nettoyer des bennes, donc on a un service qui est bien fait. Par contre, on observe que dans certains quartiers, je pensais à Boueb par exemple, où l'été à la rue des Dunes, parce que j'y passe, mais il y a peut-être d'autres rues, où l'habitat à l'année est plus important peut-être que quand les fréquences de rotation étaient calculées. Et on voit que dans certains secteurs de Boueb, par exemple, le remplissage, le débordement des bennes, au-delà du civisme, effectivement, est un petit peu fréquent. Donc, je ne sais pas par quel biais, le particulier ne peut pas intervenir auprès du Sitcom, ce n'est pas son rôle, mais peut-être que la municipalité peut demander de nous alerter, bien de sûr. Réfléchir à... Déjà d'être alerté par les habitants du quartier, même si ce sont des résidents secondaires. Déjà, je reçois en mairie, je reçois des demandes donc, qui vont dans ce sens, bien argumentées par des photos qui démontrent bien, je dirais, que voilà, faut faire quelque chose, qu'on ne peut pas laisser les choses en état, parce qu'il y a aussi une question sanitaire derrière, et puis bon, c'est pas très... Voilà. Oui, mais vous parlez de Boueb, mais il n'y a pas qu'à Boueb. Avec la surpopulation estivale, c'est vrai que peut-être le Sitcom doit prendre la mesure de cette augmentation de la population, plus qu'elle ne fait aujourd'hui. Voilà. La troisième question, et on va revenir à Louis Galdos pour clôturer notre séance, portée sur
Alors le port, la fin de concession qui se termine, qui s'achève, vous le savez, donc le 31 décembre 2023, elle avait été donc accordée par l'État il y aura 50 ans, en 73, et la question est posée de savoir quel avenir, quel devenir pour les professionnels qui sont actuellement autour du port, du bassin portuaire. Comment ça va se passer pour eux? Est-ce que je traduis bien la question? C'est ça? Pour prévenir suffisamment à l'avance les acteurs concernés et connaître le périmètre exact, quelles sont les personnes concernées. Alors, je vais laisser Loulou répondre. Oui. Il y a quelques dossiers, dont celui-là, qui est un dossier important sur le port de Cabreton, donc sur Maxport, qu'on débat d'ailleurs en atelier, où l'opposition siège, dont Mme Saint-Pau. Alors, je vais simplement revenir sur une délibération qu'on a eue et qu'on a eue aussi à la communauté de communes sur la compétence optionnelle gestion de port, du port et du lac, qui va amener, alors toutes les communes doivent bien sûr délibérer, et après ça, l'État va valider ou pas cette modification d'un statut. Donc, simplement pour dire qu'est-ce que ça va amener comme évolution sur la gestion du port. Donc cette modification de statut à la communauté de communes va l'autorité portuaire, donc l'autorité portuaire et l'autorité investie de pouvoir de police portuaire, était anciennement Monsieur le maire, passera donc sous compétence du président de la communauté de communes. Et aussi, par même, il y aura une refonte du règlement de police portuaire. Donc ça, c'est pour la modification du statut. L'autre élément, sur la fin de concession qui aura lieu donc le 21 décembre 2023, donc une année lourde l'année prochaine, puisqu'il y a les nouveaux appels à candidature et autres, et le nouveau périmètre aussi à redéfinir, parce que peut-être il y aura une volonté de la collectivité en lien avec Monsieur le maire de Cabreton de peut-être de redéfinir certaines choses sur le domaine maritime de Cabreton. Donc là, il a été écrit, envoyé, demain, les exploitants ont été avisés par un courrier le 7 mai 2021. 7 mai 2021. Donc des droits et devoirs qu'ils ont en fin de concession. Parce qu'il y a quelques devoirs sur certaines entreprises sur le domaine portuaire. Donc en deux mots, c'est pas de droit au maintien dans les lieux. C'est en deux mots plus rapidement décrit sur le courrier, je vous le fais court. Et aussi une obligation de mise en concurrence pour organiser la nouvelle occupation du domaine public. Donc ça, c'est la loi qui l'impose. Et donc on aura toutes ces nouvelles DSP ou occupation du domaine public, c'est pas tout à fait une DSP. Et donc les exploitants ont été informés par courrier formel. Et on a déjà rencontré, on a déjà échangé au niveau du port, Maxport a déjà échangé avec certains exploitants sur la fin de concession. Voilà. Le périmètre, le port, vous le connaissez, c'est pas un périmètre, c'est le périmètre domaine public maritime. Il est relativement court, c'est la zone technique, c'est les établissements qui sont sur l'île aux pirates, tout ce côté-là, et puis après, voilà, on retrouve avec peu d'exploitants. Voilà. Alors, il est probable que la question se pose de la même manière, bien sûr, pour Ossegorin, ça va se redire, et y compris le lac, où il y a aussi beaucoup d'activités. Bon, vous avez raison, c'est pas un sujet simple. Bon, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que le périmètre, il ne va pas bouger. Le périmètre, on le connaît. C'est le tour du bassin portuaire, c'est le mont le Nord, c'est le mont le Sud, et c'est bien sûr la zone technique, qui n'est pas ce qu'on peut faire de mieux pour une entrée de ville. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Je ne vais pas plus loin. S'agissant, donc il est normal, bien sûr, les exploitants sont prévenus de l'échéance. Il reste 2 ans. Donc ça, je suppose que les services de la communauté vont aussi travailler un petit peu en concertation avec les exploitants actuels, mais tout en disant qu'ils ne bénéficient pas de la propriété commerciale.
c'est une concession accordée par l'État, ça c'est le premier point, et que pour renouveler les exploitations, sous réserve que Max veuille toutes les renouveler, je ne sais pas, tout est permis, tout est possible, hein, tout est ouvert, et bien effectivement qu'une mise en concurrence sera réalisée, hein, comme c'est la règle. Voilà. Bon, donc on n'en est pas là, il reste encore 2 ans, mais vous avez raison, il faut toujours mieux quand on anticipe un petit peu les choses et quand on met les personnes concernées, elles ont des droits, elles ont aussi des obligations et des devoirs. Voilà. Et après, il y a l'aspect réglementaire qui s'imposera. Loulou? Oui, monsieur Calès, pardon. Merci de l'information. Donc c'est bien que les propriétaires aient été informés et Max va gérer le dossier, mais est-ce que je suppose que nous serons informés, enfin que la commune, la municipalité sera informée des choix qui seront faits, puisque la présence des commerçants et de la zone technique joue directement sur l'attrait de Cabreton et l'attrait du port. Donc c'est important qu'on soit informé, même si on ne décide pas, qu'on soit dans des marges de réflexion. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Loulou. Merci, monsieur le maire. Simplement sur ce sujet-là, la refonte de certains éléments, comme par exemple de la zone technique, ne pourra pas se faire sans Cabreton. Et monsieur le maire, comme le maire de Segor sur la partie lac, sera plus que partie prenante, sera aussi un élément décideur de ce que veut la collectivité sur son territoire. Donc là-dessus, c'est certain, et c'est pour ça qu'on va prendre deux cabinets. Un, pour la partie gestion de fin d'occupation et la partie règlement de police qui va travailler sur cet élément-là pour l'année 2022. Et un autre cabinet aussi qui travaillera sur spécifiquement la zone technique et de ce qu'on veut pour la zone technique, de ce que veut la collectivité pour la zone technique. Et je parle de la collectivité, je parle de la ville de Cabreton. Voilà. Oui, d'autant que de toute façon nous sommes en passage obligé, non pas parce que le port est à Cabreton, c'est bien, mais aussi parce qu'il y a peut-être certaines règles d'urbanisme qui constituent aussi des passages obligés, hein, n'est-ce pas, monsieur l'adjoint à l'urbanisme? Voilà, et qu'on maîtrise par définition. Jean-Luc. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon, donc à suivre. Hein. Parfait, merci beaucoup de votre participation, de votre présence. Merci aux gens qui nous ont suivis. Je vous souhaite une bonne soirée. La date du prochain conseil n'est pas fixée encore. Vous serez donc prévenus dès qu'on aura fait ça. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.